bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Retour sur la remise de prix de la femme de l'année qui s'est tenue au Fairmont Monte-Carlo. Une conférence de presse a été donnée au Conseil national. Son contenu dans ce journal. Nous nous rendrons à Philadelphie pour découvrir la maison des Kelly, la propriété des grands-parents du prince Albert II qu'il a acquise en 2017 et dans laquelle d'importants travaux de rénovation ont été entrepris. Des nichoirs viennent d'être installés par la direction de l'environnement dans les arbres de certains jardins de la principauté. Et puis nous refermerons cette édition avec les examens de fin d'année de l'Académie Princesse Grace. Pour ouvrir ce journal, nous nous rendons au Fairmont Monte-Carlo où vient de se dérouler la remise de prix de la femme de l'année. Fabien Bognat a assisté à cette cérémonie. Regardez plutôt son reportage. Le prix Monte-Carlo Femme de l'année est un prix international qui a pour but de distinguer des femmes originaires du monde entier grâce à leurs actions personnelles ou professionnelles. La remise de la 7e édition de ce prix, créée par la journaliste Cinzia Sgambati-Coleman, s'est déroulée cette année au Fairmont Monte-Carlo. La commission a examiné de nombreuses candidatures et c'est Géraldine Rey, l'organisatrice du Trophée Rose des Sables et également le Trophée Rose des Andes, qui a obtenu ce prix international lors de la soirée de gala. Elle est vraiment internationale dans le sens que tourne le monde avec ce rallye. Et elle vient de revenir de l'Argentine. Et donc, à côté de toute cette activité internationale, il y a tout un côté de bienfaisance, de bénévolat, d'aide. Ils ont ouvert des hôpitaux, ils ont construit des hôpitaux, des écoles. Ils aident dans les villages les femmes à avoir une activité. Ils ont acheté des chèvres pour produire du lait. Donc, c'est vraiment à côté toute une activité d'aide aux autres. L'an passé, le thème était « Les femmes pour les femmes ». Cette année, la thématique a été centrée autour du sport. Nous avons recherché des femmes qui utilisent le sport comme outil pour aider les autres. Sur l'exemple de notre princesse, Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, donc nous avons recherché des femmes qui, à travers le sport ou parce qu'ils ont été des sportifs, puissent aider des femmes, des enfants, enfin les autres. La commission a également décerné 2 autres trophées, le prix Monte-Carlo Femme de l'année Monaco à l'athlète russe Yelena Isinbayeva, notamment championne pour la paix au sein de Peace and Sport, et le prix spécial à Isabelle Ancos. Cette femme favorise les activités montagnardes pour les personnes handicapées. Après le sport, le thème de l'année prochaine sera l'art et la science. La question du logement est le dossier prioritaire du nouveau Conseil national. Stéphane Valéry vient de le rappeler lors d'une conférence de presse qui a été donnée ce mardi matin. Les explications de Patricia Navarro. Stéphane Valéry et ses colistiers en avaient fait leur cheval de bataille lors de la campagne pour le renouvellement du Conseil national. Le logement est bien leur priorité nationale. Ils l'ont rappelé lors de la première conférence de presse de cette nouvelle mandature. C'est bien la priorité nationale absolue de notre mandature 2018-2023. Nous y sommes engagés. Le choix des Monégasques a été très clair. Et le nouveau Conseil national s'est donc attelé à la tâche. Une première commission plénière d'études sur le logement s'est tenue le 8 mai dernier avec le gouvernement. Une réunion qui s'est déroulée dans un climat constructif, selon le président du Conseil national, qui estime que le consensus doit prévaloir entre les 2 institutions. Les choses se passent bien. Nous l'avions dit pendant la campagne électorale, un Conseil national fort peut beaucoup. Nous devons, à partir de positions un peu différentes, c'est vrai au départ, trouver ensemble le consensus et, comme le dit le prince souverain, l'accord des 2 volontés. Je n'ai jamais pensé un instant, et qui aurait pu le penser de toute manière, que le gouvernement ne tienne pas compte du résultat des élections, de la volonté des Monégasques clairement exprimée. C'est le cas. L'état d'esprit a été très positif le 8 mai. Des premières mesures ont déjà été annoncées par le gouvernement. Nous attendons, bien sûr, au-delà des déclarations positives d'intention du gouvernement, nous attendons des mesures concrètes et des décisions rapides. Nous en ferons donc un élément majeur, essentiel du vote pour avoir une majorité au Conseil national, donc du vote des budgets rectificatifs et primitifs. Voilà, ça sera le logement des Monégasques pour que chacun soit bien logé dans son pays.
une clause plancher essentielle. Aujourd'hui, le Conseil national estime qu'il y a urgence à agir et redoute une pénurie. Selon ses projections, d'ici 2023, 781 logements supplémentaires seront nécessaires pour les Monégasques par rapport à aujourd'hui, alors que les prévisions actuelles en matière de programme de construction portent sur 383 futurs logements dans 5 ans. Et cela sans compter les répercussions pour les enfants du pays qui sont directement concernés par la proposition de loi qu'entend déposer le Conseil national d'ici la fin de la semaine. Nous pensons aux enfants du pays et donc nous voulons dès vendredi effectivement déposer une proposition de loi qui va viser à pérenniser le secteur protégé qui est louable par des Monégasques, des enfants de Monégasques et des enfants du pays. Donc aujourd'hui, il est totalement occupé par les Monégasques que nous voulons, eux, déplacer dans les domaines dans les prochaines années. Et puis, il est en train de disparaître parce que les promoteurs qui détruisent un immeuble ancien construisent à la place des petites tours, voire même parfois des grandes tours, qui louent sur le marché libre à des loyers libres à une population essentiellement venue de l'extérieur qui a les moyens de payer des loyers du privé actuel. Donc nous voulons pérenniser ce secteur et imposer que dans les reconstructions de ces tours nouvelles, il y ait autant de logements à loyer modéré réservés à la population stable donc, de la principauté, aux Monégasques et aux enfants du pays, que ceux qui ont été détruits dans l'immeuble précédent. Le Conseil national réfléchit également à plusieurs autres mesures complémentaires à de futures constructions. Il souhaite que le plafond de l'aide nationale au logement soit revu, que les cautions et frais d'agence soient pris en charge et que la mobilité dans les domaines soit favorisée, en maintenant par exemple le prix du nouvel appartement au prix de l'ancien, en proposant un choix de plusieurs appartements, en octroyant une pièce de plus que les besoins initiaux pour prévoir par exemple l'accueil des petits-enfants et enfin en prenant en charge les déménagements. Le Focus Info de ce journal nous emmène à Philadelphie, aux États-Unis. Le prince Albert II vient d'inaugurer officiellement la maison rénovée de ses grands-parents. En effet, le prince souverain l'avait acquise l'an passé et d'importants travaux y ont été menés. Sur place, le reportage de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. Cinquième ville des États-Unis, située à mi-chemin entre New York et Washington, Philadelphie a vu grandir Grace Kelly. Et c'est ici, dans cette grande maison de style géorgien, que plusieurs générations se sont côtoyées. Les grandes pages de l'histoire de la famille Kelly se sont écrites au 3901 Henry Avenue. Le prince régnier est venu de Monaco pour y demander la main de sa fille Grace à John B. Kelly et le prince Albert II, tout petit, y a séjourné avec ses sœurs. Il en garde un souvenir ému. Malheureusement, moi j'étais venu très très jeune, lorsque mon grand-père était encore vivant, mais après c'était surtout les visites à la grand-mère, puisqu'il a disparu en 1960. C'était toujours une atmosphère détendue, c'était vraiment une maison très joyeuse, avec bien sûr d'autres cousins qui venaient, et puis je me rappelle avoir fait des jeux en bas dans la cave avec mes cousins. Et puis c'était une des premières fois quand j'avais 5 ou 6 ans, une de ces visites-là où j'étais pour la première fois seul dans une chambre, parce qu'avant je partageais toujours la chambre ou les chambres quand on était en voyage avec ma soeur, mais là j'avais pour la première fois ma propre chambre. Alors c'était un événement considérable pour un petit garçon de cet âge-là. Cette maison ayant 4 niveaux avec sa façade de briques et son perron à colonnes blanches a été construite en 1925 par John B. Kelly, le grand-père du prince Albert II, champion olympique dans la discipline de l'aviron. En 1974, la résidence est vendue, mais il y a un an, sa propriétaire décide de s'en séparer. Le prince souverain la rachète aussitôt. La maison est en piteux état, jusqu'à 40 chats y étaient hébergés. Débutent alors d'importants travaux de rénovation et décoration. Le prince Albert II se fait aider par ses cousins pour lui redonner le visage qu'elle avait lorsqu'elle appartenait à ses grands-parents. Ça a été un honneur qu'Albert me demande de l'aider dans cette rénovation et nous avons dû refaire toute l'électricité et la plomberie.
La précédente propriétaire avait beaucoup de chats, donc les sols étaient très endommagés et nous avons dû remplacer beaucoup de choses, mais pas au point de changer complètement la maison. Nous avons remplacé ce qui était nécessaire. Nous avions gardé aussi quelque chose. Ce qui a été fait avec goût et elle ressemble beaucoup aujourd'hui à la maison telle qu'elle était quand nous rendions visite à notre grand-mère. J'avais tout en mémoire et je savais ce qu'aimait ma grand-mère. Les petites fleurs sur les lampes que vous pouvez voir dans cette pièce. C'était vraiment son style et je m'en souvenais. Certaines couleurs sont celles que nous avons trouvées sous toutes les couches de papier peint. Nous nous sommes basés sur les plus anciennes et à partir de nos souvenirs. Il y a aussi des objets de cette époque. Albert souhaitait que ce soit comme avant, et par endroits, quelques touches monégasques. Lorsque l'on découvre les lieux, on a bien du mal à imaginer l'état catastrophique dans lequel se trouvait cette maison il y a un an. Au dernier étage, la chambre de la princesse Grace et de sa sœur Margaret, surnommée Peggy. Un peu plus loin, celle dans laquelle dormait le prince souverain lorsqu'il venait passer des vacances chez ses grands-parents. Ce qui était important, c'est de garder le caractère et bien sûr l'historique de la maison, mais de garder ce style, bien sûr, des années 20, des années 30, qui était l'âme de cette maison. C'est tout le principe de cette démarche, c'est qu'on ne voulait pas que cette maison disparaisse, on ne voulait pas qu'elle soit transformée, ni que l'esprit soit altéré. Et donc je suis vraiment très très heureux du résultat et très très heureux que ça ait recueilli non seulement l'adhésion de la famille, mais aussi l'adhésion de beaucoup d'autres personnes ici à Philadelphie. Le temps semble suspendu dans la maison des Kelly. Précieux et émouvant témoignage de la vie de la famille, l'intérieur d'une porte de placard a pu être conservé intact. On y découvre les marques qui ont permis de mesurer les enfants. Au premier étage, le bureau de John B. Kelly, ainsi que la chambre des parents et la véranda attenante. Au rez-de-chaussée, dans le chaleureux salon, on devine des soirées familiales au coin du feu crépitant dans la cheminée. Enfin, le sous-sol entièrement aménagé rappelle un pub irlandais. Aujourd'hui, l'histoire de la famille se perpétue donc dans le temps. Les cousins sont restés très proches et le prince Albert II est très attaché à ses racines américaines. Malgré son agenda chargé de chef d'État, il retrouve régulièrement ses proches avec lesquels il a de nombreux souvenirs d'enfants. Je suis la plus âgée des petits-enfants et je crois que je suis venue dans cette maison bébé dès la sortie de l'hôpital de ma mère. Nous avons vécu dans ce quartier avec elle et ma sœur et mon père. J'ai passé beaucoup de nuits ici, beaucoup de jours avec Mac Kelly. Je suis tellement heureuse d'être de retour ici et sentir cette chaleur et cet amour avec lesquels j'ai grandi. Quelle idée remarquable il a eu de faire revenir cette maison dans la famille. Nous le remercions profondément pour cela. C'est merveilleux qu'Albert ait racheté et restauré cette maison de famille. C'est presque un monument en souvenir de nos grands-parents et oncles et tantes. Nous avons passé ici de très belles années enfants. Cela nous replonge merveilleusement dans ces années. Il est resté en contact avec toute la famille à Philadelphie et au-delà. C'est vraiment fantastique qu'ils prennent soin de cette maison. Nous ne voulions pas qu'elle termine en ruine. Et cela a permis à la famille de se retrouver de nouveau ensemble. Taking care of this house, we didn't want to see it go into ruin, and he's done it, and it's really brought the family back together again. La maison accueillera désormais des fêtes familiales, des événements culturels, mais c'est ici aussi que se trouveront les bureaux de la branche américaine de la Fondation Prince Albert II de Monaco et de la Fondation Princesse Grace. Lors de l'inauguration officielle de la maison rénovée des Kelly, toute la famille entourait le prince Albert II. Une fête informelle s'est déroulée dans le jardin. L'occasion pour les cousins Kelly de brandir l'une des coupes remportées par leur grand-père et de planter un arbre symbolique devant la maison. Il grandira avec la jeune génération des descendants Kelly, au premier rang desquels les enfants princiers Jacques et Gabriella.
De nouveaux habitats fleurissent un peu partout dans les arbres de la principauté. Il s'agit de nichoirs installés par la direction de l'environnement. Une équipe de Monaco Info a suivi l'installation dans les jardins Saint-Martin. Regardez le reportage signé Alexandra Pani. Mésanges, moineaux, rouge-gorge, de nombreuses espèces d'oiseaux sont visibles en principauté. Et dans un contexte urbanisé comme le territoire monégasque, leur habitat doit être préservé. En plus des cavités naturelles qui leur permettent de s'abriter, notamment l'hiver, la direction de l'environnement a eu l'idée d'installer plusieurs nichoirs artificiels pour les passereaux dans les jardins de la principauté. Ici, ce qu'on fait, c'est apporter des nichoirs artificiels dans lesquels ils peuvent hiverner, donc se mettre à l'abri l'hiver. Et aussi nidifier, c'est-à-dire couver les petits jusqu'à l'envol au début printemps. De différentes tailles pour correspondre au mieux aux différentes espèces recensées. Ils ont été également choisis pour leurs matériaux éco-responsables. Le bois utilisé est certifié issu de forêts gérées durablement. Ceci, c'est un nichoir pour les mésanges bleus. Comme vous pouvez voir, donc, il y a un orifice. La taille de l'orifice va dépendre de l'espèce qu'on cible. Donc normalement, si celui-là est un petit peu plus petit pour vraiment cibler cette espèce en particulier. Ici, vous voyez à l'intérieur, c'est tout simple, hein, c'est tout en bois. Ça peut s'ouvrir pour qu'on puisse l'entretenir chaque année. Et donc voilà. Le plus important, c'est qu'il reste à l'abri de l'humidité pour les nichoirs et puis pour les petits, c'est ce qui est le plus dangereux, on va dire, avec les prédateurs style chat. Voilà, il faut prendre en compte les mettre à l'abri des chats et le plus possible à l'abri de l'humidité. Ce projet a également un but pédagogique, la sensibilisation des citoyens et du jeune public à la protection de la biodiversité. Dans ce cadre-là, des jeunes élèves du collège Charles III ont ainsi participé à ce programme en créant eux-mêmes certains des nichoirs. À l'occasion de vos futures promenades dans les jardins monégasques, levez la tête et vous pourrez ainsi découvrir ces tout nouveaux habitats. Direction à présent les ballets de Monte-Carlo où les élèves de l'Académie Princesse Grace présentaient leur traditionnel examen de fin d'année. Au programme, variations classiques, contemporaines et composition. Les explications de Vanessa Dessy. Elle a pour but de former les danseurs professionnels de demain qui intégreront les plus prestigieuses compagnies internationales. Sous l'égide depuis 2011 des ballets de Monte-Carlo dirigés par Jean-Christophe Maillot, l'Académie Princesse Grace propose un apprentissage à la fois exigeant et multiple. C'est une 4 ans de formation assez intense aussi parce que c'est la journée entière. Ils vivent à l'académie, alors ce n'est pas seulement les corriger pendant les heures de classe, mais c'est aussi dans leur chambre, comme ils font leur lit, comme ils laissent leur chambre le matin, comme ils peuvent socialiser avec les autres élèves de cultures différentes. C'est une formation en fait qui n'est pas seulement liée à la danse, c'est une formation qui est liée aussi à la vie, une formation, une éducation un petit peu totale, avoir la juste mentalité pour entrer après dans une compagnie, de faire cette profession. Les élèves âgés entre 13 et 18 ans présentent chaque fin d'année un examen composé d'une variation classique, contemporaine et d'une composition. L'occasion d'admirer le niveau de chacun ainsi que la qualité des enseignements proposés. La scène qui fait partie intégrante de la formation effraie toujours les jeunes danseurs, un exercice toujours difficile à appréhender. Nous, à l'académie, l'examen, c'est tous les jours parce qu'on est surveillés, on nous aide tous les jours, on nous regarde. Et c'est vrai que cet examen-là, c'est surtout pour voir comment on gère le stress. On gère le stress, voilà. Et surtout quand il y a tous les professeurs qui nous regardent, c'est assez compliqué. Ça dépend des personnes. Ouais, ça dépend des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal. Mais par exemple, les dernières années, les diplômés ont moins de mal vu qu'ils se sont entraînés pendant 4 ans à gérer ce stress. C'est une très grande académie et oui, c'est vrai que c'est un honneur d'en faire partie, en fait. La dernière année, c'est notre but en fait d'arriver là et de finir avec un contrat. C'est notre but. Le gala de l'Académie Princesse Grace aura lieu les 23 et 24 juin prochains à l'Opéra Garnier. Divisé en 2 temps, les élèves diplômés de dernière année présenteront une première partie intitulée « Pas d'adieu ».
En ce moment, le temps nous joue des tours entre chaleur et fraîcheur, soleil ou averse. Qu'en sera-t-il pour les prochains jours? La réponse avec la météo. Mercredi, une dégradation du temps, des éclaircies le matin et des nuages l'après-midi. Il se peut même qu'il tombe quelques gouttes. Il fera assez frais pour la saison, comptez de 14 à 16 degrés. Jeudi, une belle journée avec un soleil radieux. Les températures varieront de 15 à 18 degrés. Vendredi, une journée agréable malgré quelques passages nuageux dans l'après-midi. Il fera de 16 à 22 degrés. Que ce soit samedi ou dimanche, le week-end sera mitigé entre nuages et éclaircies. On peut même dire la même chose pour le début de semaine prochaine. À suivre à présent vos sorties cinéma de la semaine, suivies du magazine Tout l'art du cinéma qui sera cette fois consacré au film Les Amants réguliers. À très bientôt sur Monaco Info.